Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 26 mai 2024. Le gouvernement a repris langue avec ses partenaires sociaux. Vendredi, il y a eu face à face gouvernement central et confédération syndicale pour discuter des grandes préoccupations de l'heure, notamment la cherté de la vie. Plusieurs sujets ont été également abordés pour trouver des solutions aux problèmes des travailleurs. Nous ferons le point des discussions avec Kojo Helen qui a pris part donc aux travaux. Il est le nouveau secrétaire général de la COSI Bénin, Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Le lundi 3 juin prochain, 256 968 candidats vont plancher dans le cadre de l'examen du certificat d'études primaires à une semaine donc de lancement des épreuves. Quel est le niveau des préparatifs? Nous le saurons avec le docteur François Huedo. Il est le chef du service des examens, tests et concours de la DEC enseignement primaire. La dernière décision prise par le Bénin pour interdire le transport fluvial donc vers le Niger a déjà des conséquences. Près de 2000 voyageurs de diverses nationalités sont bloqués à Malanville, commune frontalière donc avec le Niger. Lukman Woroucheou nous fera le point, il sera en ligne avec nous. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand il sonne 13h. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, le projet asphaltage devient une réalité dans la commune de Djougou. La phase B des travaux a été officiellement lancée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a donné les premiers coups de pioche. Comme vous le voyez sur ces images, on en parle dans un instant. On parlera également de la passation de services entre les préfets sortants et entrants du département de la Donga. Elias Biao, relevé de ses fonctions, a cédé son fauteuil à son successeur ce vendredi 24 mai 2024, cérémonie qui s'est déroulée à la préfecture de Djougou. Images et reportages à suivre. À suivre également les mots de quelques citoyens rencontrés à Cotonou par une de nos équipes de reportage. Ils se prononcent sur la fête des mères ce dimanche. Les mamans sont à l'honneur. La phase B du projet asphaltage annoncé par le gouvernement se concrétise dans 5 communes bénéficiaires. À Djougou, le lancement officiel des travaux a eu lieu jeudi dernier. C'était en présence des populations, des têtes couronnées ainsi que des autorités locales. Cérémonie présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a donné le premier coup de pioche. Reportage. C'est avec l'enthousiasme des populations et tout ce monde réuni ici pour la circonstance que le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchane et sa délégation procèdent au lancement officiel des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires, l'O11B dans la ville de Djougou. Un lancement effectué devant les femmes, les sages, les têtes couronnées, autorités communales et quelques députés qui siègent à l'Assemblée nationale, dont l'honorable Malik Gomina. Ce projet d'asphaltage que vous lancez aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, va conduire à l'amélioration du cadre de vie et à la dynamisation de l'économie et du secteur touristique de Djougou. Djougou va bénéficier du projet d'asphaltage, une initiative qui va transformer totalement le visage urbain de Djougou qui est déjà un carrefour. Vous voulez aller au Togo, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au Burkina, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au Nigeria, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au sud du Bénin, vous passez par Djougou. Et tout ça, nous le voyons à travers ce carrefour important que nous traversons tous les matins. Avec l'asphaltage, tout ça va être totalement transformé et nous aurons une visibilité beaucoup plus importante, une urbanisation et une modernisation de la ville. L'aménagement et la réalisation des voiries primaires, secondaires et tertiaires et la construction des collecteurs d'eau pluviale à Djougou s'inscrivent dans le cadre de la phase B du projet asphaltage. À cet effet, 19,26 km de voiries urbaines, dont plus de 2 fois linéaires de la phase A, 7,36 km de collecteurs d'eau pluviale seront construits. La ville va également bénéficier de 2120 arbres d'alignement et 1060 lampadaires solaires pour l'éclairage public.
Pour l'exécution des travaux qui s'étendent sur 18 mois, elle sera la tâche de l'entreprise chinoise Stekol. L'entreprise sélectionnée, Stekol, a pris l'engagement de réaliser ces travaux dans un délai qui ne devra pas dépasser 18 mois. Nous comptons bien nous assurer que cette promesse sera tenue. La CIRAD veillera particulièrement au respect des attentes tant à la fois de la commune que du gouvernement sur les questions de qualité, de respect des délais tels que rappelés, mais également du coût objectif alloué par le gouvernement. Les travaux que nous lançons ce jour engendreront nécessairement des contraintes et des désagréments pour les populations. Nous tenons à les remercier d'avance pour leur compréhension et leur coopération. Le coût de cette deuxième phase du projet asphaltage dont bénéficie la commune de Djougou sur les 6 villes ciblées est estimé à 22,15 milliards de francs CFA. Eliassou Biao Aïné, qui est démis de ses fonctions de préfet de la Donga, a passé le témoin à son successeur ce vendredi 24 mai 2024. C'était au cours d'une cérémonie fort simple organisée à la préfecture de la Donga que le préfet entra après les rênes de ce département. Reportage. Vous savez que je suis le préfet créateur du département de la Donga. Limogé à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 22 mai 2024. Le désormais ex-préfet de la Donga cède son fauteuil à son successeur. Et ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Eliassou Biao Aïné remet officiellement les gouvernails du dit département à Jacques Roland Amadou. Monsieur Amadou, une fois encore, je vous dis, soyez les bienvenus et félicitations. C'est au détour de cette cérémonie sobre mais empreinte de solennité que la passation de charge est formalisée entre le préfet entrant et celui sortant. Environ 8 ans passés à la tête de la préfecture de Djougou. L'ancien préfet part avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Je pars la tête haute avec le devoir ou le sentiment du devoir bien accompli. Le préfet Amadou Roland, qui me remplace, est mon frère. Nous sommes tous venus du Basila. Et ça, c'est l'applaudissement. Donc, il ne fera que ce que moi-même j'ai fait avec vous. Et je vous invite donc à le servir comme vous m'avez servi. Devant l'assistance composée, entre autres, des organisations de la société civile, cadres de l'administration préfectorale, chefs des services déconcentrés de l'État et autorités religieuses, Jacques Roland Amadou entre désormais dans la plénitude de ses fonctions à partir de ce vendredi 24 mai 2024. Une date qui restera jamais gravée dans la mémoire de ce préfet qui entend s'appliquer avec détermination et efficacité pour relever les défis de la gouvernance locale. Je mesure pleinement la portée, la responsabilité et la gravité de la charge qui m'incombe et que je compte assumer de manière ardue avec le soutien de l'ensemble des forces vives du département de la Donga. Monsieur Eliassou Biao, cher grand frère, je vous adresse mes vifs remerciements ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui vous ont accompagné pour votre apport significatif au développement de notre département. Le secrétaire général du ministère de la décentralisation a conduit cette cérémonie de main de maître. Crespin Guidi a d'abord salué les mérites du préfet sortant avant de mettre un accent particulier sur les tâches qui incombent la nouvelle autorité préfectorale. En qualité de responsable de l'administration du département, vous êtes appelé à coordonner les services déconcentrés de l'État de votre ressort territorial. Monsieur le préfet, je vous invite dans ce cadre à donner le meilleur de vous pour, d'une part, contribuer au renforcement et à la pérennisation des acquis de votre prédécesseur et d'autre part, aller au-delà des attentes. Administrateur chevronné des services financiers, Jacques Roland Amadou
est un spécialiste de la gestion des services financiers et du développement local. En décembre 2019, il a été nommé directeur de l'administration et des finances au ministère du Plan et du Développement. Toujours dans l'actualité, l'association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin a organisé ce vendredi une journée de réflexion sur les conditions de vie des personnes en situation de handicap au Bénin. L'initiative dénommée Journée nationale des scolaires et étudiants handicapés du Bénin s'est déroulée à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage Florence Boursa. Exprimer la promotion de leurs droits sociaux, éducatifs et culturels. C'est le but de ce rassemblement des scolaires et étudiants porteurs de handicap ici. La journée vise à sensibiliser sur une meilleure condition d'études de ceux-ci. Notre organisation ne dispose d'aucun partenaire financier et matériel pour soutenir ces activités. Le local qui nous sert de bureau est très restreint et n'est plus accessible pour nos membres. De même, nous ne disposons d'aucun matériel informatique pour nous aider à la planification de nos activités administratives. Nous lançons avec beaucoup de respect un appel à chaque autorité et à chaque partenaire ici présent. Ayant accueil et œuvrant inlassablement pour un monde équitable, l'organisation non gouvernementale Sight Savers n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'initiative. Sight Savers est en fait une ONG à but non lucratif de droit britannique, travaille en particulier avec les autorités gouvernementales des pays en développement en vue d'éliminer la cécité évitable et de promouvoir l'égalité des chances pour les personnes handicapées. Plusieurs communications ont meublé cette journée qui a reçu l'assentiment du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Chers apprenants handicapés de l'université d'Abomey-Calavi, vous savez d'ailleurs qu'au-delà de notre soutien ponctuel à la tenue de l'activité de ce jour, l'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi que je coordonne ou bien que je dirige a choisi d'inscrire dans son plan d'action des points qui traduisent son niveau d'engagement dans la prise en charge des besoins spécifiques des apprenants handicapés, comme je viens de le dire dans mes propos liminaires. Entre autres, cet engagement est déjà formellement inscrit dans le paysage institutionnel de notre université à travers l'acte de création du Centre de recherche d'accompagnement pédagogique des personnes handicapées, le CRAPé. La journée nationale des scolaires et étudiants porteurs du handicap s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet de l'avenir. Littérature à présent, fini les dettes encombrantes qui vous rendent tout soucieux. Vous avez désormais la thérapie à portée de main pour en être libéré. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « Comment sortir des mauvaises dettes ». Le livre est écrit par Hubert Ayanou, un financier qui a consacré son temps à étudier ce phénomène presque jamais abordé par les professionnels et scientifiques des finances. L'ouvrage a été lancé mercredi dernier à l'École nationale d'économie appliquée et de management. Le point avec William Cliquant. Comment sortir des mauvaises dettes est un guide de gestion des finances personnelles, avec une classification réelle des types d'endettement et des clés pour s'ouvrir de nouveaux horizons financiers au sortir du gouffre. L'ouvrage de près de 230 pages, organisé en 10 chapitres, est un package de solutions concrètes pour la santé financière de ses lecteurs. Sur le code du livre, moi je scinde le livre en deux grandes parties. Alors la première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 5, et qui définit à la fois ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise dette et les causes et les conséquences de ce qu'il appelle, l'auteur appelle mauvaise dette. Et puis maintenant la deuxième partie, la partie coaching même. C'est là où l'auteur nous montre sa maestria, sa connaissance et sa volonté vraiment de vous enseigner et de vous sortir du traquenard qu'est la dette. J'ai lu une phrase phare dans le livre de Hubert, il dit ceci: la mauvaise dette tue, comme le sida, la Covid-19 et le paludisme, tous réunis. Vous voyez?
C'est grave, c'est un danger, non? C'est un danger. Es-tu parent d'étudiants et étudiantes, vieux, vieilles, hommes et femmes? L'œuvre naît de la formation de base, du parcours professionnel et des expériences personnelles de son auteur. Hubert Ayanou accouche d'un livre qui traite de la question des dettes nuisibles, un fléau laissé en rade dans le monde francophone, malgré l'immensité de ses dégâts dans les vies. C'est important pour nous de pouvoir véritablement prendre le temps, en achetant ce livre, c'est un investissement dans notre destinée, d'appliquer les conseils, de nous mirer dedans et d'être véritablement vrais. Lorsque j'ai reçu l'inspiration d'écrire ce livre sur la dette, je me suis amusé à rechercher des conseils pour sortir des dettes personnelles. Parce que dans le temps, c'est-à-dire en 2019 et 2020, j'ai traversé une situation d'endettement qui m'a un peu secoué. En ce temps-là, j'ai essayé de chercher des solutions écrites. Je n'ai rien trouvé. Du moins, je n'ai pas réussi à mettre la main sur un document ou un support en français traitant de la question. Les écoles de formation professionnelle et même les grandes écoles de commerce, de finance et de gestion n'y consacrent même pas un seul chapitre dans le curricula de formation. L'auteur de Comment sortir des mauvaises dettes est un analyste financier et planificateur. Au cadre de l'administration des finances et diplômé de l'ISM Paris, Hubert Ayanou est nanti de plus d'une décennie d'expérience professionnelle de l'université d'Abomey-Calavi aux programmes sous-régionaux en passant par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les mamans sont à l'honneur ce dimanche et pour l'occasion de la célébration de la fête qui leur est dédiée, une équipe de la rédaction de 43 Bénin donc est descendue dans la ville de Cotonou pour recueillir quelques mots des personnes rencontrées. Ici, vous allez suivre le message à l'endroit de leur mère. En ce jour, je souhaite à ma mère et à toutes les mères du monde entier une bonne fête. Voilà, je leur souhaite une longue vie, de la joie, la paix, voilà, tout le meilleur quand même. Oui, je souhaite une bonne journée, une bonne fête des mères, mamans, longue vie à elles, beaucoup de santé, surtout beaucoup d'argent pour que je puisse bien manger. Voilà, c'est important. Et aux autres mères aussi. Je voudrais juste remercier ma mère pour tout ce qu'elle a eu à faire pour moi et pour tout ce qu'elle fait pour mes frères et sœurs. Et je voudrais aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour elle. Et je voudrais que Dieu la bénisse énormément. Maman, je t'aime beaucoup, tu es tout pour moi. Je ferai tout pour toi et je serai toujours là pour toi. Maman, en ce jour des mères, je te souhaite le meilleur. Je souhaite que tu sois là pour pouvoir voir et tout ce que je ferai. J'aimerais que tu vives plus longtemps pour pouvoir bénéficier de tout ce que je ferai. Je t'aime beaucoup, maman. Bon, moi, je t'aime beaucoup. Je vous remercie pour tout. Les conseils, tout ce que tu fais pour moi. Bisous. Très bonne fête des mères, à tous les mères du monde. Je souhaite bonne fête à ma maman. Je la remercie infiniment d'être là pour moi dans les moments difficiles et consommés. Je la remercie infiniment pour ça quand même. Et à toutes les mères du monde entier, voilà, je les souhaite bonne fête et que Dieu les garde pour nous. À ma mère, j'aimerais lui dire que je l'aime beaucoup et qu'elle a un cadeau du ciel, que je n'aurais pas pu tomber sur une meilleure mère qu'elle. Et bonne fête à elle, bonne fête à toutes les autres mamans du monde entier. Et que Dieu les garde, les aide et les accompagne dans leur mission. Maman, je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les mères, toutes les mères. Je remercie beaucoup les mères du monde entier. Je leur souhaite une très bonne fête. Je profite de cette opportunité pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Et aussi à ma maman Adela Zenavou. Je te souhaite une très bonne fête des mères et merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à ce jour. Je t'en suis très reconnaissante et j'espère te rendre fière avec disons, tout ce que je fais. Bonne fête des mères.
Voilà, donc bonne fête à toutes les mamans du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie du grand format. C'était le point de l'actualité chez vous. Dans quelques secondes, nous allons prendre la direction de Malanville pour vivre ce calvaire de plus de 2000 voyageurs bloqués sur place. Lukman Wouroutiou sera en ligne avec nous. Mais avant, on va marquer une pause. Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison Chap-Chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Depuis le mercredi 22 mai 2024, la donne a changé à la frontière entre le Bénin et le Niger. Plus rien ne passe sur le fleuve suite à la nouvelle décision interdisant le transport fluvial vers le Niger. Lukman Wouroutiou est sur place. Il est en ligne avec nous. Lukman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur place à Malanville. Quelle est la situation sur le terrain? Oui, la situation arrêtez pas parce que depuis la date de qui insolite un dieu exercé, soit environ 47 heures, il n'est plus possible de quitter le Bénin pour le faire à marché principal donc terrestre et fluvial entre le Bénin et le Niger. Le Bénin a un certain nombre de services dans le trafic fluvial. Alors, Lukman, est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que vous avez la possibilité de vous déplacer un tout petit peu? D'accord. Oui, on vous reçoit à 5 sur 5 maintenant. Oui, d'accord. Oui, allez-y. Je disais que la situation est celle de la république, le Bénin. En ce temps, il était possible de participer le Bénin avec la terminée. Oui, notamment de participer, vu que les gens qui participent via le pouvoir principal. Donc, un pouvoir principal qui se passe le GP. Mais depuis cette vie, les gens ont changé. Puis, bien de choses à la frontière. Le Niger a maintenu dans le totalement vu que pense dans le fond de balance de Gaïa. Le Bénin aussi a décidé d'interdire les pratiques quotidiennes et tous ces gens-là, le seul pouvoir de passage, c'est de la reconnaître, de la mer, de le pont, de le logement,
Alors, Lukman, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Lukman, est-ce que vous nous recevez? Quelques soucis avec le réseau. On va revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions, mais en attendant, nous allons observer une pause et on revient après. Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison chap-chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Et dans l'espoir que le réseau va se stabiliser, on va reprendre la direction de Malanville où nous attend Lukman Workiou. Lukman, bonjour. Je demandais quelle est la situation à Malanville. Oui, Eric, la situation, celle d'un arrêt total pratique entre le Bénin. Le Bénin a décidé de fermer les pratiques mondiales et dit désormais le seul pouvoir de passage sur le Bénin, c'est le pays britannique. Le temps qui malheureusement est assez bloqué. Du coup, les voyageurs sont bloqués de passager de la frontière, impossible de transiter. Il n'y a plus la possibilité de transiter, de quitter le Bénin pour le Bénin tout le temps. Sur place, ici à Malanville, vous avez sans doute eu les informations. Il y a toutes sortes de nationalités. Vous avez les Togolais, vous avez les Ghanéens, vous avez les diplomates marocains, il y a d'autres. La sous-région est installée par cette situation ici. On dirait un point de l'étude sur que la vente des voyageurs et des bagages et des fonds de bagages. Et depuis cette seconde, il a constaté la baisse du flux en raison de l'interdiction de touches musées qui ont fait dans la sous-région, l'Est africaine, pendant les pays de passeport Nigérie de l'Italie. Il n'y a pas que les touches nigériens qui sont interdits, même celles nationales sont également interdites selon les informations. Et plusieurs des voyageurs ont déjà révisé cela. Oui, du coup, vous savez. Lukman, nous avons du mal à vous entendre par ici. Bon, ce n'est que partie remise. Nous allons revenir sans doute sur cette actualité avec vous. En tout cas, très bonne journée à vous de l'autre côté de Malanville. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons revenir à Cotonou pour la suite de cette émission, mais nous allons observer une pause, le temps pour vous de suivre Actu sur le net. Voici ce que nous propose ce dimanche Florence Boursa.
Camille Seba et Nathalie Nyambe ont été reçus ce mardi 22 mai 2024 par le général Tiani ainsi que les membres du CNSP pour leur lutte contre le néocolonialisme. Lors de cette audience, Camille Seba en a profité pour rappeler la fraternité historique des peuples béninois et nigériens et sa volonté de débarrasser le Bénin du néocolonialisme qui, à travers la collaboration France-Afrique, parasite, selon les termes du général Tiani, les relations diplomatiques entre les deux pays africains voisins. Ces déclarations ont suscité maintes réactions dans le rang des acteurs politiques sur les réseaux sociaux ainsi que les utilisateurs. Bertin Corvi, militant du bloc républicain, a réagi aux déclarations de Camille Seba concernant une prétendue présence de légionnaires français à Peau-Noire au Bénin. Bertin Corvi dénonce fermement ces déclarations et refuse toute tentative de division des populations africaines. Ce Facebooker, lui, trouve tout simplement que Camille Seba n'est pas un exemple à suivre. À part le panafricanisme dont il parle tous les jours, qu'est-ce qu'il propose d'autre concrètement? Ousmane Sonko, en plus de prôner le panafricanisme, avait un programme de développement clair dans tous les domaines pour son pays. Pour un autre, Nathalie Nyambe est issue d'un pays où le président est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Ce sont ces deux-là qui veulent donner des leçons à Patrice Talon, s'interroge-t-il. Au Bénin, la démocratie est en marche depuis des lustres avec des élections libres et transparentes à chaque fois et l'opposition s'exprime librement. Ils sont forts que dans les autres pays, pensent d'aucuns. Autre actualité qui a fait réagir les internautes, c'est le coup d'État manqué au Congo. Une fusillade dans la capitale de la République démocratique du Congo ce dimanche 19 mai entre des hommes armés en uniforme militaire et les gardes d'un haut responsable politique a fait 3 morts selon le porte-parole de ce politicien et les médias locaux. Les hommes armés ont attaqué la résidence à Kinshasa de l'ancien vice-premier ministre de l'économie, mais ont été repoussés par ses gardes, a affirmé son porte-parole et sa famille sains et saufs. Leur sécurité a été renforcée. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment par la voix de leur porte-parole que la fusillade était une tentative de coup d'État impliquant des étrangers et des Congolais qui a été déjouée et les auteurs ont été arrêtés, mis hors d'état de nuire. Sur la page Facebook de la chaîne de télévision France 24, les internautes n'ont pas tardé à réagir. Certains estiment que c'est un coup d'État à la rumba congolaise, donc un coup d'État qui voulait renverser le ministre de l'économie. Dans tous les cas, le coup d'État interrompt le processus électoral dans les pays et affaiblit la bonne marche des institutions de la République. Ils ne sont pas la solution aux problèmes de l'Afrique. Triste note pour finir, le président iranien et son ministre des Affaires étrangères sont morts dimanche dans un accident survenu dans le nord-ouest du pays. Le président iranien s'était rendu dimanche dans la province de Azerbaïdjan oriental où il avait notamment inauguré un barrage. Il avait de nouveau apporté son soutien aux Palestiniens dans la guerre entre le Hamas et Israël. Sur le chemin du retour, son appareil, qui faisait partie d'un convoi de 3 hélicoptères transportant la délégation présidentielle, 2 d'entre eux ont atterri sans danger, mais pas celui dans lequel se trouvait le président iranien ainsi que le ministre des Affaires étrangères. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et les réactions se sont multipliées très rapidement à travers le monde entier. Aux États-Unis, par exemple, le président iranien était un homme qui avait beaucoup de sang sur les mains, responsable de violations atroces des droits de l'homme, a commenté un porte-parole de la Maison-Blanche. Avant cela, le département d'État avait présenté les condoléances des États-Unis dans un communiqué. Nous réaffirmons notre soutien au peuple iranien et à sa lutte pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales, a mentionné le communiqué. Le Conseil de sécurité de l'ONU a observé une minute de silence en mémoire du président iranien et de son ministre des Affaires étrangères. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a présenté les sincères condoléances de l'Union européenne. Nos pensées vont à leurs familles, indique-t-il dans un message sur X. Le pape François a lui aussi présenté dans un télégramme en anglais ses condoléances au guide suprême en assurant l'Iran de sa proximité spirituelle en ce moment difficile.
La France présente ses condoléances à la République islamique d'Iran après la mort du président iranien, a indiqué lundi dans un communiqué son ministère des Affaires étrangères. Ça fait pour petit tègre pour de nous yomi a tien mia kabi. Ai o ko be si ma fo pen pa do pra yoji. Pero ayo ma kunde o bonse do godome. Be ho yon ami mo sende ni. Oh, madame Tamio, ma place de chimio, je suis asthmatique, j'ai besoin d'oignons. Vous voulez me tuer? Bien oui. Mais moi, je comprends. Non, bien dédé. Maman, tu me donnes toujours des bagages, mais tu ne donnes pas à Yapi. Bagage qui est déjà sur sa tête là, tu peux supporter. Ah, mais, attends, comme ils étaient qu'on a dit. Ok, d'accord. Même ma zéro, pardon, ma saison, ben, go bamilia. Un diable, ma zéro, il y a un tigava. D'accord, non, déjà 43 ans. Maman, quoi la mimino? Tata, attendez, stop, eh. Hello? T'aimer la plus belle chose qui m'arrive. Tel un naufragé qui échoue sur la rive. Les yeux fermés chantent des mains qui me portent. Qu'elle m'emporte, peut me... Retour sur le plateau du grand format pour parler de l'examen du certificat d'études primaires qui va démarrer le lundi 3 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. Docteur François Rouedo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes inspecteur de l'enseignement du premier degré, chef du service des tests, examens et concours de la DEC enseignement primaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à une semaine du lancement donc, de cet examen, quel est le niveau des préparatifs à votre niveau? Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes effectivement à une semaine de l'examen du certificat d'études primaires au Bénin. Certificat d'études primaires que je rappelle le diplôme le plus ancien, le plus étendu et naturellement le plus sacré des diplômes académiques en République du Bénin. Alors le certificat d'études primaires va se dérouler pour l'édition 2024, le lundi 3 juin 2024. Et les préparatifs, c'est que nous avons déjà les candidats. L'effectif, la statistique au niveau des candidats est déjà connue. Et nous savons déjà désormais combien de candidats vont composer pour l'édition de 2024. Et ils sont précisément de 256 968 candidats, filles et garçons confondus. Et ils vont composer dans les 12 départements du pays. Et en dehors des candidats, nous avons il y a une activité que nous appelons la désignation des acteurs impliqués dans l'examen du CEP, où on désigne les surveillants de salle à l'écrit, les surveillants de salle au sport, les chefs de centre, les correcteurs, les contrôleurs, les présidents de sous-commissaires, tout cet ensemble d'examinateurs qui contribuent au déroulement du certificat d'études primaires, de la composition à la délibération. Et ceux-là, ils sont déjà connus. Les listes définitives vont être rendues publiques d'ici à là, avec l'aide de notre plateforme EducMaster. Et puis, les acteurs vont se connaître. Chacun connaîtra dans quel domaine il va intervenir pour le CP 2024. Ensuite, les centres sont déjà connus également.
Et les centres sont en train d'être préparés, surtout que la semaine écoulée, il y a déjà eu les examens blancs. Et l'examen blanc a permis de composer déjà dans les centres qui sont déterminés pour l'examen de cette année. Et donc, les candidats connaissent déjà leurs centres. Les centres sont préparés, le nombre de salles, tout cela est déjà un acquis. S'il y a des réglages à faire, la composition de l'examen blanc permet de finaliser et de parfaire totalement, de stabiliser la mise en place logistique au niveau des centres. Donc, alors, l'effectif des candidats cette année a connu une, on va dire, légère augmentation. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, il y a une augmentation de 15 414 candidats de 2023 à 2024. Alors, cette augmentation est due à plusieurs phénomènes. Il y a des phénomènes classiques, et puis il y a des phénomènes totalement dynamiques qui sont intervenus cette année. Phénomène classique, c'est que tous les ans, vous savez que nous avons une croissance démographique dans le pays. Et par rapport à cette croissance démographique, c'est naturellement, nous faisons plus d'enfants. Et donc, il y a plus d'enfants qui atteignent l'âge d'aller à l'école. Et lorsqu'ils vont à l'école, 6 ans plus tard, ils atteignent la fin du cycle primaire. Et donc, chaque année, nous avons une augmentation de candidats qui est liée au fait qu'il y a une augmentation de la population. Mais ce n'est pas tout. Il y a également que tous les ans, lorsque les candidats vont à l'examen, c'est un examen, c'est des épreuves. Et donc, c'est vrai que nous poursuivons l'objectif, le but, l'ambition de donner un résultat de 100% de succès. Mais ce n'est pas toujours 100%. Pour le moment, nous n'avons pas encore atteint 100%, ce qui veut dire que tous les ans, il y a toujours un gap négatif de candidats qui ne sont pas admis et qui doivent retourner dans la classe de CM2 pour se présenter également au CP de l'an prochain. Et donc cela constitue une augmentation de ce qui était prévu et de ceux qui ont quitté le CM1 pour aller au CM2 naturellement. Mais particulièrement pour cette année, nous avons également, avec l'application, la mise en œuvre de l'utilisation de la plateforme, l'inscription des candidats, des élèves sur la plateforme, nous avons un système de passage de sous-cycles. Les sous-cycles, au primaire, nous avons 3 sous-cycles. CICP, qui est un sous-cycle. C1, C2, un deuxième sous-cycle. CM1, CM2, un troisième sous-cycle. Alors, les dispositions en cours exigent que le passage d'un sous-cycle à un autre peut être ponctué de redoublement, c'est-à-dire que l'enfant qui quitte le CP pour aller au C1, lorsqu'il n'a pas la moyenne requise, il ne passe pas au C1. Mais lorsqu'il atteint le C1, il passe systématiquement au C2 dès lors qu'il a achevé l'année scolaire. Lorsqu'il a bien achevé, s'il est un abandon, il est un irrégulier, donc ça se comprend. Mais lorsqu'il a bien achevé le cycle, l'année scolaire, il passe systématiquement en classe supérieure. C'est la même chose donc du CM1 au CM2. Ce qui veut dire que tous les enfants en 2023 qui étaient en classe de CM1 sont supposés être tous des candidats au CM2 parce qu'ils vont tous passer au CM2. Or, d'habitude, le passage ne se faisait pas comme ça. Les directeurs d'école dans le secteur public comme dans le secteur privé, lorsque l'enfant atteint le CM1, à la fin de l'année au CM1, les directeurs d'école font une sélection, ils font un tri. Et c'est les meilleurs, c'est les bons candidats. Ceux qui sont déjà potentiellement candidats gagnants pour le CM2, qui passent de CM1 au CM2. Mais désormais, ce n'est plus ça. Tout se passe systématiquement. Cela a fait donc que, pour une première fois, nous avons un gap et une augmentation, une croissance de l'effectif qui est allé jusqu'à 15 000. On n'était pas habitué à ce genre d'augmentation. D'accord, nous sommes en période de pluie et il s'agit des enfants. Donc pour cet examen, est-ce que vous êtes rassuré de l'accessibilité des centres de composition? Oui, les centres de composition ne sont pas choisis au hasard. Un centre de composition du certificat d'études primaires fait d'abord l'objet d'une proposition de la base, c'est-à-dire les directeurs d'école, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, les directeurs départementaux. Ils déterminent le centre en fonction de sa capacité, c'est-à-dire quand nous parlons de capacité, c'est-à-dire le nombre de salles de classe, le nombre de mobilier qui peut accueillir un minimum de 210 candidats. Et donc lorsqu'une école n'a pas une capacité en mobilier et en infrastructure d'accueillir favorablement 210 candidats, il ne peut pas être un centre d'examen. C'est le minimum. Alors, lorsque ce critère-là est rempli, il y a beaucoup d'autres critères qu'on prend en compte pour déterminer l'accessibilité. L'accessibilité fait partie des critères
de détermination d'un centre d'examen du CEP. Alors, cela a été vérifié déjà, et puis il y a une commission de vérification, donc qui fait la visite de site, et une commission de contre-visite de site organisée par la direction des examens et concours. Et c'est après cela que lorsque le centre remplit les conditions, on le retient, et le ministre le décide alors par un acte que cet établissement est désormais centre. Mais n'empêche, il arrive, vous savez que les intempéries, c'est pas pour rien que la pluie s'appelle perturbation. Et donc, il arrive que devant certaines situations imprévisibles et irrésistibles, le centre d'examen qui était prévu et qui normalement devait accueillir les élèves se découvre la veille ou bien à quelques jours avant l'examen, incapable donc de contenir, d'accueillir les élèves. Et là, il n'y a pas eu de candidat qui n'est pas composé, il n'y a pas eu de centre qui n'est pas fonctionné parce qu'il y a eu la pluie, parce qu'il n'y a pas accès facile à l'établissement. Il y a des dispositions qui font que nous avons un acte que l'on pose qu'on appelle le transfert de centre. Le transfert peut être définitif, le transfert peut être provisoire, le transfert peut être ponctuel. Et donc, même si la veille du CEP, et donc le CEP c'est le 3 juin, et que le 2 juin, on constate, ou même le 3 juin même, le jour même où l'examen doit se dérouler, on constate, le chef de centre, qui naturellement doit être là très tôt, constate que le centre n'est pas accessible. Les dispositions sont toujours prises pour délocaliser le centre et envoyer les candidats dans un autre centre, dans un autre établissement qui n'est pas très loin pour avoir d'influence sur le transport et sur les heures, les horaires de déroulement. Et donc, on a toujours cette possibilité-là de délocaliser, de transférer un centre pour que les candidats composent. Pas seulement composent dans de bonnes conditions et respectent le même horaire, les mêmes horaires que tous les autres candidats sur l'étendue du territoire national. Il n'y a donc pas de crainte. C'est vrai, nous sommes en période de pluie, mais les parents d'élèves, les candidats, les enseignants n'ont pas à craindre que la pluie arrive. La pluie peut arriver la veille, nous aurons toujours une solution. Alors, à l'heure actuelle, quels sont les derniers réglages qui restent à faire avant le 3 juin? Et oui, donc nous sommes à l'étape au niveau de la plateforme, comme je l'ai dit. On est en train de finaliser les listes des chefs de centre. Les chefs de centre dans les centres les plus étendus, les plus grands centres, on a les chefs de centre adjoints, les préparateurs de centre. Et tout cela est en voie d'être libéré, totalement libéré, dès le début de la semaine prochaine. Et après cela, le matériel qui doit servir, le matériel lourd, le matériel de travail des candidats, tout cela est déjà servi, c'est prêt déjà dans les départements. Et donc, les candidats ont seulement à faire les dernières révisions et à attendre de recevoir les épreuves dans les centres d'examen. Et justement, dans cette période, comment est-ce que les candidats doivent-ils se comporter et surtout, quel doit être le rôle de leurs parents? Ok, oui, ça c'est intéressant, c'est vrai que tous les ans, les candidats, c'est vrai que tous les ans, il y a des candidats, mais chaque année, les candidats sont toujours nouveaux. Ce ne sont pas les mêmes personnes, les mêmes candidats de l'an dernier qui sont les candidats de cette année. Ce qui justifie la nécessité de répéter, de reprendre, de rappeler et de sensibiliser les acteurs tels que les parents, notamment les parents, et les enseignants et les candidats. Alors, le CEP, c'est le 3 juin, comme nous l'avons dit, et donc le premier réflexe que nous demandons aux parents d'élèves, c'est de ne pas oublier que c'est le 3 juin. Les parents ont d'autres occupations qui n'est pas la candidature, qui n'est pas d'aller composer dans les centres. Néanmoins, nous voudrions, nous souhaiterions, nous suggérons, nous prions tous les parents d'élèves d'intégrer la date du 3 juin dans leur calendrier, dans leurs préoccupations, et que le 3 juin, là, la première des choses doit être d'abord de réveiller tôt nos candidats pour se mettre à jour, les apprêter, les aider à s'apprêter, à ne pas oublier les outils de travail, à ne pas oublier la carte d'identité, à ne pas oublier les stylos et à se mettre tôt sur la voie pour se rendre au centre. Tôt, très tôt, parce que l'appel des candidats est prévu pour 7 heures. Il faut donc que les parents tiennent compte des délais de route pour qu'à 5 heures, à 6 heures, déjà, les parents soient à pied d'œuvre pour apprêter nos candidats dans les centres. Et ce n'est pas tout. Nous voudrions que les parents d'élèves, toujours sur les parents d'élèves, prennent soin de l'alimentation de nos candidats. L'alimentation, oui, les parents nourrissent déjà les enfants tout le temps, mais pour les jours d'examen, il y a un stress. Il y a le stress. Le stress de l'examen peut avoir d'influence sur l'alimentation, sur l'organisme et peut créer des troubles digestifs. C'est pour cela que nous voudrions que les parents ne prévoient pas de nourrir autrement les enfants pendant la période d'examen.
que les enfants soient nourris comme ils ont l'habitude d'être nourris, qu'ils mangent ce qu'ils ont l'habitude de manger. Ce n'est pas parce que c'est un jour d'examen, c'est un grand jour, oui, c'est un grand jour, mais il ne faut pas prévoir pour ça de grands repas. Et donc, nourrir les enfants naturellement et comme d'habitude. Ensuite, il faut que les enfants soient protégés. Protégés puisque nous sommes en période de pluie. Et il nous arrive souvent que les enfants commencent par composent très bien et avec de l'espoir, mais ils tombent malades. Subitement, ils tombent malades parce que parfois, c'est pour manque de protection. Nous voudrions que les parents nous fassent éviter ces déconvenus-là aux enfants. Et puis, nous n'oublions pas également de rappeler les parents qui, pour cette dernière semaine, n'ont pas encore réglé les frais d'inscription, les frais de scolarité, les droits de formation pour les candidats dans les établissements privés. Nous les prions vraiment de faire en sorte qu'il y ait un respect du contrat dans l'inscription des candidats à l'école, dans les écoles privées. Les établissements, les chefs d'établissement privés veulent retenir aussi longtemps les cartes d'identité des candidats simplement parce que les parents n'ont pas tout payé. Nous voudrions que les parents également payent tout. Et puis enfin, pour que les parents intègrent la candidature, le fait que nos candidats doivent aller à l'examen, que cela soit intégré dans leurs préoccupations spirituelles. Que les parents fassent de la prière pour nos enfants et que l'accompagnement spirituel, l'affection spirituelle et l'accompagnement des parents, que les candidats sentent que les parents sont avec eux et qu'ils doivent compter sur les parents et faire honneur aux parents, la fierté des parents. Également, les enseignants, nos collègues enseignants, nous comptons beaucoup sur eux. C'est un travail régalien et ils ont l'habitude de le faire. Et donc, nous leur demandons beaucoup de vigilance et de savoir que si nous préparons les candidats, nous avons préparé déjà les candidats, mais si nous les accompagnons dans le centre et que nous développons des tentatives de fraude et de tricherie, nous préparons de mauvais candidats. Nous aurons des candidats qui vont réussir, nous allons applaudir, mais nous préparons de mauvais citoyens. Ils seront donc au collège de mauvais collégiens, de mauvais étudiants plus tard et de mauvais agents, de mauvais citoyens. Et donc la fraude tue la République. Et donc pour cela, nous estimons qu'il n'y aura ni fraude, ni tricherie, même pas de tentation. D'accord. Le lancement officiel donc, des épreuves va se dérouler dans quelle localité cette année? Oui, le lancement officiel des épreuves, c'est possible puisque ça relève du gouvernement qui décide du lieu. Mais apparemment, ça va être dans un département du Sud, notamment dans le littoral. D'accord. Merci à vous, Dr François Ruedo. Vous êtes inspecteur de l'enseignement du premier degré, chef du service des tests, examens et concours à la DEC, enseignement primaire. Merci pour ces précisions et surtout pour ces précieux conseils à l'endroit de nos candidats et leurs parents. Très bonne journée à vous. Oui, je finirai par sans présenter les bonnes chances à tous les candidats. Et ça, là, le ministre des enseignements maternels et primaires, le directeur des examens et concours me charge de présenter bonnes chances et beaucoup de succès pour tous les candidats. Et bon déroulement pour le 3 juin prochain. D'accord, merci beaucoup et bonne chance à vous. Mesdames et messieurs, nous allons faire à présent le point des négociations entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. C'est avec le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux.
Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison Chap Chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Le gouvernement a discuté avec ses partenaires sociaux dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2024. Que peut-on retenir donc de ces négociations? Nous avons sur ce plateau le secrétaire général, le tout nouveau secrétaire général de la COSI Bénin, Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, Monsieur Kodio Hélène, bonjour. Bonjour, Monsieur Boukari. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. C'est pour la première fois que vous participez aux négociations avec le gouvernement en tant que secrétaire général de la COSI Bénin. C'est un honneur pour vous? Bien sûr, Monsieur Boukari. J'ai participé pour la première fois à la session de négociation centrale gouvernement le vendredi dernier. Bon, avant d'aborder la question de cette négociation, je tiens quand même à saluer les téléspectateurs de Canal 3 qui nous suivent et souhaiter également des bonnes fêtes à toutes les mères et spécialement aux mamans de la COSI Bénin. C'est ça. Et je suis de cœur avec elles. D'accord. Alors, le vendredi dernier, au nom de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, j'ai pris part à la première journée de la première session de la commission de concertation, de consultation et de négociation collective entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales. Alors, à cette occasion, nous avons abordé un certain nombre de sujets, dont principalement la cherté de la vie. Puisque, rappelez-vous, la question de la cherté de la vie a été la question fondamentale qui a fâché et pour laquelle des marches ont été organisées, réprimées, ainsi de suite, et finalement autorisées. Donc, cette question, nous l'avons abordée avec le gouvernement de long en large. On peut retenir des échanges sur la question que le gouvernement estime ou a estimé que la cherté de la vie n'est pas une spécificité du Bénin et que c'est un phénomène mondial, un phénomène planétaire où aucun pays n'est épargné. Mais à notre niveau, nous, on n'a pas partagé ce point de vue du gouvernement, qui n'est pas totalement faux. Il est vrai qu'il y a une cherté de la vie qui est planétaire, mais nous avons trouvé ici, au Bénin, qu'il y a des facteurs endogènes qui ont accentué cette cherté, qui ont rendu la vie beaucoup plus chère que le phénomène mondial. Et au rang de ces facteurs endogènes, nous avons pu énumérer quelques-uns, parce que les denrées alimentaires, par exemple, il faut les transporter. Et lorsque le transporteur va, je suppose, il est peut-être allé à Dia, et transporter du maïs, les sacs de maïs pour Cotonou, l'essence est à un coût élevé, surtout l'essence payeur, parce que nous n'avons pas de station-service dans toutes nos localités. Donc la plupart des transporteurs s'approvisionnent au bord de la voie, donc par l'essence relatée. De l'essence agit sur le coût du transport. Produit, oui. Le coût du transport. Oui. Donc le transport devenu plus cher, ce n'est que le consommateur final qui pourra payer. Et il n'y a pas que l'essence qui rend le transport plus cher aujourd'hui. L'assurance a augmenté de prix. Et la TVM, et selon ce que les transporteurs nous ont communiqué, avant que nous n'allions à la négociation, il y a qu'au début, pour un camion, ils payaient en bloc
pour une seule taxe TVM. Mais que désormais, il faut payer TVM pour la tête et TVM pour la remorque. Bon, le transporteur qui, au niveau du carburant, paie cher, il paie TVM qui est plus élevé que ce qu'il a l'habitude de payer. Il paie assurance qui a aussi connu d'augmentation. Donc tout ça là va accentuer. Tout ça là va accentuer. La cherté de la vie. Également, au niveau des péages. Oui. Au niveau des péages, on est passé de simple au double. Tout ça là entre en ligne de compte pour la cherté de la vie et ce sont des facteurs endogènes que nous avons invité le gouvernement à revoir pour nous permettre donc de souffler un peu dans le pays afin que la cherté qui finalement pourrait rester et que ce soit donc la cherté planétaire qui est mondiale, qui est dans tous les pays. Mais les éléments spécifiques donc du Bénin, qu'on puisse nous les éviter pour que le citoyen que nous sommes, on puisse souffler un peu. Alors, quels étaient les points d'accord, les points sur lesquels vous vous êtes entendu avec le gouvernement? Bon, il n'y a pas eu véritablement de points d'accord. Je ne peux dire qu'il y a eu des points de désaccord parce qu'en allant, nous, COSI Bénin, ensemble avec la CSA Bénin, la CGTB, la CSUB, la CSPIB, l'UNSTB, donc les 6 confédérations, on a eu une concertation qui a accouché des propositions et de mesures à prendre par le gouvernement pour atténuer la souffrance. Quelles sont ces mesures que vous proposez? Nous avons suggéré, par exemple, que le gouvernement puisse mettre en place un dispositif d'achat, donc de stockage des produits vivriers en période donc, de récolte, afin de pouvoir les éjecter. Un peu comme l'ONASA. Bon, nous évitons de prononcer ONASA parce que le gouvernement estime que l'ONASA a été un grand gouffre financier pour le pays et puis bon, ne souhaite pas reprendre l'expérience de l'ONASA. Mais nous, notre objectif ici, ce n'est pas parler de l'ONASA ou pas, même si la fermeture des boutiques ONASA a généré un grand nombre de chômeurs. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis au chômage et que nous souhaitons que le gouvernement puisse reprendre, mais qu'il parvienne quand même à mettre en place un mécanisme, peut-être un mécanisme totalement nouveau, de stockage, de mise en réserve des denrées alimentaires pour qu'en période de soudure, ils puissent les éjecter sur le marché pour permettre donc de stabiliser les prix et aider les citoyens que nous sommes à avoir de quoi vivre. Nous l'avons proposé ça. Il y a d'autres propositions de réduction de TVM, et des prix à payer au niveau des péages, ainsi de suite. On a fait toute une batterie de propositions qu'on a transmis. On a transmis le document comportant ces propositions aux représentants du gouvernement, donc au ministre. Et pourquoi en son temps les confédérations syndicales ont refusé de déposer leur cahier de doléances dans le cadre du 1er mai? Oui, les confédérations syndicales, nous avons refusé de déposer les cahiers de doléances parce que ça devient un rituel de trop où chaque 1er mai, vous déposez le cahier de doléances, mais des fois, on ne fait rien avec. On vous demande encore de revenir déposer à nouveau. On dit, bon, on ne peut quand même pas s'inscrire. C'est, entre griffes, un genre folklore qui s'organise. Bon, on a voulu quand même dire non pour que, à l'avenir, pour que, par exemple, l'année prochaine, si nous devons déposer des cahiers de doléances, qu'on puisse quand même nous entendre sur le gouvernement de ce qu'on va faire de ces cahiers de doléances. Parce que déposer, ça reste là, on n'en fait rien, l'année finie, on demande de revenir encore, on va encore déposer, et puis bon, ça se répète, ça s'accumule, on n'en fait pas grand-chose. Nous avons estimé qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'amélioration des conditions de vie des aspirants au métier d'enseignant fait partie du bilan du gouvernement. Comment vous l'appréciez? Parce que ce bilan vous a été présenté également. Oui, au nombre des mesures que le gouvernement a présentées et qu'il dit avoir les mesures qu'il dit avoir prises pour atténuer les souffrances des travailleurs, il y a donc le clin d'œil qu'il a pu faire à nos collègues aspirants au métier d'enseignant. Il y a eu une augmentation de 20 000 francs
mensuel, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour faciliter un peu la tâche aux collègues aspirants. Nous apprécions ces mesures à leur juste valeur et nous reconnaissons au gouvernement l'effort qu'il a fait pour donner satisfaction à ces revendications qui étaient là depuis un moment. Mais à côté de cela, nous disons ce que les collègues aspirants veulent fondamentalement, c'est que le gouvernement a promis les reverser en tant qu'agent de l'État, agent contractuel de l'État, où ils ont désormais une certaine sécurité de l'emploi. C'est en fait ça le fondamental. Et bon, il est vrai, le gouvernement fait des efforts qu'il faut louer, mais nous souhaitons qu'il fasse un peu plus. D'accord, on va parler maintenant de la COSI Bénin. Vous avez été élu il y a quelques semaines. Vous avez pris officiellement service des mains de Noël Chadaré. Pour vous, quels sont les défis que vous avez à relever au cours de votre mandat? Oui, merci. Et avant de venir aux défis que nous avons, principaux défis que nous avons à relever en tant que secrétaire général de la COSI Bénin, je tiens quand même à souligner quelques points parce que nous sommes restés essentiellement sur la cherté de la vie. Mais on a également abordé au cours de cette journée de négociation des questions de revalorisation des salaires que le gouvernement a accepté d'accorder aux travailleurs. Et cette revalorisation a été faite en deux temps. Il y a le sursalaire et il y a la revalorisation du point indiciaire de 3%. Ce qui, normalement, doit être étendu systématiquement aussi bien aux agents de l'État en tant que travailleurs du public pur et également aux travailleurs du secteur parapublic. Par exemple, le CNHU. Il y a des conventionnés du CNHU qui sont donc des travailleurs du public, mais du parapublic on les considère. Donc ces travailleurs du parapublic n'ont pas encore bénéficié de ces mesures de revalorisation des salaires. Également, les travailleurs des collectivités locales, des mairies... Ils en bénéficient déjà, non? Oui, ils en bénéficient, mais... ce n'est pas exactement ce qui doit être fait, qui se fait à ce niveau. Il y a certaines mairies qui ont pu respecter ce que le gouvernement a dit, qui payent effectivement le sursalaire à tous les agents, qui en ont droit, qui payent effectivement la revalorisation de 3% du point indiciaire à tous les travailleurs concernés. Mais il y a des mairies qui ne respectent pas ce que le gouvernement a dit. Et donc, nous avons aussi soumis cette problématique au gouvernement afin qu'il puisse quand même s'occuper de ces mairies. Si c'est que les mairies n'ont vraiment pas les moyens de faire face à cette revalorisation, il faut que le gouvernement puisse envisager quel mécanisme mettre en place pour suppléer ces mairies qui sont en difficulté, mais surtout les travailleurs conventionnés du CNHU, de l'OMEL et d'autres hôpitaux. Il faut que le gouvernement puisse quand même régler ce problème-là au plus tôt. Et des autres aussi structures parapubliques dans lesquelles les sursalaires, la revalorisation ne sont pas encore payés. Nous avons demandé au gouvernement de faire un effort pour vider ces questions. Et tout cela concourt également à améliorer la qualité de vie du travailleur et qui forcément plus à l'aise fera mieux son travail. D'accord. On va parler de vos défis très rapidement à la tête de la COSI Bénin. Oui, à la tête de la COSI Bénin, les défis d'une organisation syndicale comme la COSI Bénin se résument essentiellement à être aux côtés de ces militants, à les aider dans leurs difficultés, à les former, à porter leurs revendications, à les représenter auprès des pouvoirs publics. Et donc, c'est les fonctions de l'organisation syndicale que je dirige. Mais ici, nos défis sont spécifiquement la représentativité dans le secteur privé, par exemple, où à la dernière élection professionnelle nationale de 21 janvier 2021, la COSI Bénin, bien que deuxième force syndicale dans le secteur privé, n'est pas représentative dans ce secteur. Et donc, nous devons travailler. Nous avons
l'obligation de travailler à rendre la COSI Bénin représentative dans le secteur privé, tout en maintenant la représentativité dans le secteur public et même à l'améliorer. Parce que dans le secteur public, nous sommes deuxième. Il y a la CSTB qui est la première force syndicale dans le secteur public et la COSI Bénin est la deuxième. Donc, c'est les deux centrales représentatives dans le secteur public. Donc, nous envisageons améliorer nos scores dans le secteur public et travailler dans le secteur privé à devenir carrément représentative pour pourquoi pas ne pas occuper la première place dans ces secteurs. D'accord, nous n'avons plus assez de temps. Vous succédez à un grand soldat de la lutte syndicale, Noël Chadaré, qui a dirigé la COSI Bénin pendant 12 ans. Que retenez-vous de la lutte syndicale de l'homme? Non, nous pouvons retenir que Noël Chadaré a été un combattant qui, pendant 12 ans, a donc consacré sa vie aux travailleurs, au bien-être des travailleurs et du peuple. Ça, c'est ce que nous pouvons retenir de lui parce que c'est un combattant inlassable. Il ne se fatigue pas et il est tout le temps sur les dossiers, il est tout le temps sur le terrain. Et donc, c'est l'essentiel que nous retenons de lui. Et c'est véritablement un combattant que nous imitons, que nous essayons d'imiter et puis nous espérons... Est-ce que vous pensez que c'est facile de succéder à quelqu'un comme Chadaré? Oui, nous en avons conscience et puis nous prenons l'engagement, nous avons pris l'engagement devant nos mandants, nos militants, que nous ferons mieux. D'accord. Voilà. D'accord. Merci à vous, M. Kodjo Henley, secrétaire général de la COSI Bénin, Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Bonne journée à vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, pour la suite de cette émission, nous allons observer une pause, le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire de Assiomo Kani Assiomo. Et juste après, on revient avec le décryptage de l'actualité nationale avec notre analyste politique. Son nom, c'est bien Stéphane Achinrosso. Voici la revue hebdo. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de retrouver la revue de presse hebdomadaire. La première journée du séjour du chef de l'État béninois en terre brésilienne, relatait la nation du vendredi, a été marquée par l'audience que lui a accordée son homologue au Planalto, le palais présidentiel du Brésil à Brasilia. À cette occasion, Patrice Talon a annoncé à Luiz Inácio Lula da Silva la décision de son gouvernement d'octroyer la nationalité béninoise aux afrodescendants. Les Brésiliens et les afrodescendants en général sont désormais officiellement informés de la bonne nouvelle qui leur venait du Bénin, la terre de leurs aïeux. Et c'est Patrice Talon, président de la République en personne, qui s'est chargé de l'annoncer lors de son audience avec Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, le jeudi 23 mai. Fraternité indiquait que de cette visite, il faut retenir que Patrice Talon et Lula da Silva ont désormais leur vision dans une nouvelle dynamique d'un partenariat bilatéral solide, car le Bénin et le Brésil sont liés par l'histoire et attachés aux valeurs démocratiques et aux droits de l'homme. Ils agiront désormais sur les piliers essentiels tels que l'agriculture, la formation technique et professionnelle, la culture, le tourisme et le transport aérien. Dans sa publication du 23 mai, Bénin Intelligent informait que 3 décisions majeures ont été prises mardi en faveur du renforcement des relations de coopération et des échanges économiques entre le Bénin et le Niger. Une réunion interministérielle de haut niveau a réuni les deux parties au poste des douanes de Segmanan. À en croire le journal, les deux pays ont convenu d'abord de réactiver la commission mixte permanente, ce qui permettra de discuter périodiquement des sujets communs aux deux pays et travailler à résoudre les différends communautaires entre eux. À cet effet, la prochaine session de la dite commission est fixée à la mi-juin 2024. Pour Fraternité, les relations entre le Bénin et le Nigeria s'améliorent d'année en année. Pour preuve, les deux pays viennent de poser un acte fort. En effet, à l'initiative de Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, et de son homologue béninois Patrice Talon, une réunion ministérielle de haut niveau s'est tenue le mardi 21 mai 2024 au poste des douanes de Segmanan.
Les principales décisions de cette séance de travail visent à renforcer les relations de coopération et faciliter les échanges entre les deux pays. De l'autre côté, les relations sont toujours tendues entre le Bénin et le Niger, noté Nord-Sud quotidien pour lequel, avec la crise actuelle, le Niger a clairement indiqué que ses frontières avec le Bénin sont fermées. Curieusement, les autorités du pays n'ont pas bloqué la traversée via le fleuve qui fait pourtant partie des frontières. Donc c'est normal que le Bénin leur permette de respecter leur décision consistant à verrouiller la libre circulation entre les deux pays. D'ailleurs, avec le flux de personnes sur le fleuve et les barques qui ne font l'objet d'aucun contrôle en matière de chargement, il n'est pas exclu qu'un drame se produise, mais le Bénin ne doit pas rester là, suggérait le journal. Alors, après l'interdiction du transport fluvial, il faut que la frontière terrestre soit à nouveau fermée en guise de mécontentement face à l'attitude des autorités nigériennes, a insisté la publication. Le télégramme ajoutait « La frontière ou rien, plus de passage de marchandises et de personnes via le fleuve Niger pour entrer sur le territoire béninois. Le transport fluvial autorisé depuis plusieurs semaines du fait de la fermeture des frontières du côté du Niger est interdit. Le constat est fait le mercredi 22 mai 2024. Cette nouvelle décision des autorités béninoises s'inscrit dans leur volonté de formaliser les relations avec le Niger. En attendant, soulignait Fraternité dans sa parution du mardi, le Bénin l'a promis et l'a fait. La première quantité de pétrole brut nigérien a été exportée à travers les côtes béninoises depuis la station terminale à Semepoji au Bénin. En effet, le navire chargé du liquide a embarqué avec 1 million de barils aux environs de 1 heure le dimanche 19 mai 2024 pour le marché international. Les opérations se sont déroulées sans anicroche et l'équipe de chargement est revenue aux alentours de 16 heures le dimanche. C'est dans une clameur et un tonnerre d'applaudissements que les membres de l'équipage du remorqueur chargé de l'opération ont été accueillis à leur descente sur le quai. Pendant ce temps, relevait l'économiste du Bénin, la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a organisé le mardi 21 mai 2024 à Cotonou la 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. Selon les résultats en matière de mise en œuvre, le Bénin a réalisé des performances en 2023. À l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2023, le Bénin a progressé de 3 points avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 72,8%. Cette évaluation a porté sur 131 réformes contre 127 en 2022. En sport, Visa Info rapportait que Oumar Tchomogo tient son brevet d'entraîneur professionnel de football le vendredi 17 mai 2024. L'ancien capitaine des ex-écureuils du Bénin, actuel Guépard, Oumar Tchomogo devient ainsi le technicien le plus capé du Bénin après son DES, diplôme d'état supérieur, l'équivalent de licence UFA A. En 2022, l'actuel manager du Chamois niortais monte un cran au-dessus avec le plus haut diplôme d'entraîneur, l'équivalent de l'UFA Pro. Il devient ainsi le technicien le plus capé du Bénin. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. C'était l'essentiel des informations partagées par les canaux parus cette semaine. Informations résumées dans la revue de presse hebdomadaire de Asiongo Kani, Asiongo en plateau pour le décryptage. Stéphane Arinros, bonjour. Bonjour Idrissou. Analyste politique. Merci d'être avec nous. On va commencer avec ce plaidoyer en notre faveur bien sûr, en faveur des acteurs des médias. Le député ou la députée Baké interpelle le gouvernement sur notre situation, la situation des acteurs des médias. Quelle lecture faites-vous de la démarche de l'honorable?
Oui, avant de répondre à ta question, je voudrais à la suite du secrétaire général de la Confédération, en fait de la COSI Bénin, souhaiter bonne fête des mères, de façon générale à toutes les mamans, et principalement à ma maman et à la mère de mes enfants. Alors, je voudrais dire que c'est avec grande satisfaction que nous avons appris cette question de l'honorable qu'elle a adressée au gouvernement. C'est une de mémoire de journaliste, je pense que c'est une première. Et quand on observe les conditions dans lesquelles les professionnels des médias nous vivons depuis un certain nombre d'années, même si ces dernières années la situation s'est encore dégradée, c'est quand même bien de savoir que les députés s'en soucient. Cette députée UPR a trouvé le bon moyen, n'est-ce pas, de nous défendre au sein de l'hémicycle. La dégradation de la situation, Stéphane, est due à quoi? Oui, c'est un ensemble de facteurs. Il y a, puisque la responsabilité doit être partagée, il y a la part de l'État central et il y a également la part des organisations fêtières, il y a la part de la RAC. C'est un ensemble de choses. Et quand on voit le fond des différentes questions qui ont été posées par la députée, notamment la question relative aux réformes qui sont engagées, je pense que c'est quand même fondamental. Parce qu'entre-temps, la RAC a demandé aux professionnels des médias d'aller exprimer leurs besoins sur un site, etc. Mais après, il y a eu comme un silence radio. Il n'y a plus eu une communication entre la RAC et les organisations fêtières, les professionnels des médias. Normalement, quand on doit faire une réforme, je pense que le minimum, c'est de pouvoir appeler les professionnels des médias et leur dire, voilà le minimum sur lequel nous voulons nous entendre et pour aller vers le gouvernement. Et il y a eu comme une sorte d'obscurantisme qui est entretenu autour de ces réformes, comme si on pouvait faire des réformes sans les professionnels des médias. Même si des propositions sont faites, quelles sont les propositions qui sont retenues? Qu'est-ce qu'on veut faire de nous fondamentalement? Si encore qu'on n'a pas de ministère de tutelle. Hein, oui, justement, c'est pour cela que la RAC devient une structure fondamentale. Et quand il y a un silence, quand la communication ne passe pas, il y a un problème. C'est pourquoi je trouve que l'honorable a bien fait de vouloir adresser cette question-là au gouvernement. Et je veux bien attendre le jour où le gouvernement viendra répondre à ces questions-là par rapport à ces réformes. Qu'est-ce qu'on veut faire de nous? Si nous n'avons pas les réponses à ces questions, ça pose un problème réel. On ne peut pas faire, on l'a dit ici en plateau une fois, on ne peut pas faire notre bonheur à notre insu. Il faut qu'on en soit informé parce que les problèmes que vivent les professionnels des médias sont légion. Et donc, il faudrait qu'on sache les mesures qui sont prises pour les améliorer. Quand elle parle également de la presse écrite, de la carte de presse, je pense que les avantages qui sont liés à la carte de presse, il y a une loi qui en parle. Pourquoi cette loi-là n'est pas encore mise en œuvre? Ça, c'est un problème. Je pense qu'elle a posé la question au moment opportun et elle a trouvé les questions justes. Et je pense que le gouvernement ferait mieux de répondre à ces questions-là pour éclairer, n'est-ce pas, donc la lanterne des professionnels des médias. Est-ce que le gouvernement a des éléments nécessaires pour répondre donc à ces questions? Mais je trouve que le gouvernement devrait avoir les réponses nécessaires. Parce que n'oubliez pas que le droit à l'information est un droit constitutionnel et c'est les professionnels des médias qui jouent ce rôle-là. Donc si nous avons des problèmes, la première personne à laquelle nous devons nous en prendre, c'est d'abord l'autorité centrale. Même s'il y a des problèmes à l'interne, on peut cuisiner ça à l'interne. Donc il reviendra, n'est-ce pas, donc au gouvernement de nous dire ce qu'il veut faire des professionnels des médias. Parce que depuis longtemps, et je ne vais jamais cesser de le dire, depuis 8 ans, c'est comme si la presse a été abandonnée. La presse a été abandonnée à son sort. Et ça, c'est un problème fondamental. C'est comme si on crie, mais personne ne nous entend. Si le gouvernement vient et que le gouvernement se
prononce, on saura maintenant que le gouvernement, voilà sa part. Maintenant, le reste, on pourra, n'est-ce pas, donc s'en tenir, en fait, s'en prendre à la RAC ou aux organisations fêtières. Que nous-mêmes, nous travaillons, nous dénonçons les conditions de vie de certaines, on va dire, catégories donc, de travailleurs quand ils n'ont pas de prime, quand ils n'ont pas de salaire. Attends, c'est nous qui dénonçons tout ça. Dans sa requête, elle évoque un certain nombre de difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs des médias, pas d'absence de salaire et de sécurité sociale, la non-application de la convention collective, absence de prise en charge en cas de maladie, n'est-ce pas, un tableau. Oui, aujourd'hui, si on doit décrire la condition de professionnels des médias, je ne veux pas dire que c'est pathétique, parce que nous sommes fiers de notre métier, nous sommes fiers d'être journalistes béninois. Et je trouve que ce qui se passe, c'est suffisamment un drame, parce que si le journaliste à la fin du mois n'a pas la garantie que son salaire sera payé par son employeur, ça c'est un problème. Et le journaliste n'a pas une force coercitive, n'est-ce pas, donc, pour obliger son employeur à lui payer son salaire. Aujourd'hui, lorsque le journaliste tombe malade, il n'a pas l'assurance, qu'il sera pris en charge. Et au même moment, on crie quelle est la qualité de la presse au Bénin. On ne peut pas exiger de la qualité alors même que les conditions, n'est-ce pas, donc économiques dans lesquelles nous sommes, les conditions financières dans lesquelles nous sommes, sont quand même des conditions déplorables, dramatiques, qu'on ne peut pas exprimer. Donc je trouve que c'est quand même assez important que le gouvernement vienne. Quand on parle du financement du financement de la presse privée, de l'aide à la presse privée, aujourd'hui, où en sommes-nous? On a interrompu cette aide, mais jusqu'à présent, on ne nous a pas donné un mécanisme par lequel on peut reprendre. Ça c'est un problème suffisamment grave. Et lorsque nos représentants à la RAC sont muets sur le sujet, ou n'ont pas été capables de faire le job pendant un certain nombre d'années, moi je trouve que c'est un problème. Lorsque les organisations fêtières sont muettes sur la question, je trouve que c'est un problème qui se pose à nous. Et la seule personne vers laquelle nous pouvons nous référer aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Et quand moi je fais un retour en arrière et je regarde tout le discours assez éloquent que le chef de l'État a tenu à l'endroit de la presse au moment où il voulait prendre le pouvoir, je m'étonne de la situation dans laquelle... Il n'y a pas que la presse, il y a aussi les enseignants. Il y a aussi les enseignants, mais en tant que journaliste, en tant que professionnel des médias, je suis jaloux de savoir que, et je l'ai dit ici une fois, qu'on puisse remettre des chèques à des associations sportives, qu'on puisse remettre des chèques à des partis politiques, le financement public des partis politiques, justement, et qu'on ne soit pas en mesure de remettre quand même des chèques aux professionnels des médias, alors que le droit à l'information est un droit constitutionnel. Moi, ça me pose un problème. Et donc, on ne peut pas laisser les professionnels dans cette précarité-là. Et si nous ne le disons pas, personne ne viendra nous dire. C'est nous qui faisons les gens. Et malheureusement, nous n'avons pas le courage de venir dénoncer ce que nous vivons à l'interne. Il y a des journalistes qui n'ont pas encore perçu de salaire pendant 3 mois, pendant 4 mois, et qui sont là et qui sont à traîner. Moi, je pense que c'est suffisamment grave. Il faut au moins dire merci à l'honorable d'avoir... Oui, absolument. Ce n'est pas seulement un merci. Nous l'encourageons à poursuivre dans cette dynamique. Et il faut pouvoir dire que les honorables députés qui ont été des professionnels des médias doivent soutenir, n'est-ce pas? Donc, c'est cette brave dame, cette courageuse dame qui a pris sur elle la responsabilité de nous défendre à l'Assemblée nationale. D'accord. Dans quelques jours, nous allons élire nos représentants au sein de la RAC. La campagne a déjà démarré depuis vendredi. Comment suivez-vous les tractations? Oui, je pense que c'est bien. C'est bien tel que les choses se passent, même si je pourrais en appeler, n'est-ce pas, donc à un minimum de fair play, à un minimum de fair play sur le terrain, parce que d'une manière ou d'une autre, les élections, c'est de notre corporation qu'il s'agit. Les élections vont pas passer et on va se retrouver. Le plus important pour les professionnels des médias aujourd'hui, c'est de voir ce candidat qui porte le mieux nos aspirations. Parce que lorsqu'on dit que quand on va là-bas, on n'a pas vraiment les coudées franches. Seront-ils différents de ceux qui... oui, je pense que il y a des discours. Quand on peut entendre ces discours, on peut avoir espoir.
on peut avoir espoir que des choses, des lignes peuvent bouger. Le plus important, c'est que la personne ait envie de vouloir améliorer les choses. Le problème, quand on dit que lorsqu'on envoie nos représentants à la HAC, ils n'ont pas forcément les coups de franche et qu'on attaque les tests, je pense que ce n'est pas fondamentalement de ça qu'il s'agit. Parce qu'un élu qui va à la HAC a quand même une certaine force. Il n'est pas là pour faire je sais pas, pour être un personnage fictif. Il est quand même élu pour faire un certain job. Pour défendre toute une corporation. Donc, au nom de cette corporation, il peut être prêt à tout faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est la question, parmi tous ces candidats-là, qui est donc à même de pouvoir faire ce job-là. Il revient à chacun de faire cette... Parmi les candidats, on constate la présence d'une seule femme. Oui. Elle est de la catégorie audiovisuelle. Je parlais de Zakiat Latundi, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Seule femme donc dans la course. C'est une chance pour elle? Je pense que je ne suis pas fondamentalement féministe, même si j'épouse la cause du féminisme. Mais je crois que elle peut avoir une chance. Elle a une chance. Reste à savoir si son discours sera entendu par ses pairs. L'idéal aurait été quand même que je ne lui fais pas la campagne. Je suis de la presse écrite, mais j'estime que l'idéal aurait été quand même que on ait une femme. On connaît son parcours, hein. On connaît son parcours. On sait que voilà, elle est une brave femme qui a toujours fait montre d'un certain courage et qui a montré qu'elle peut faire le job. Donc, si dans le domaine de l'audiovisuel, on peut lui donner le mandat, on pourrait, à la fin de son mandat, faire le bilan pour voir. Mais je pense que ce qu'elle fait à la tête de l'UPMB est quand même assez suffisant pour qu'on le conduise là-bas. Maintenant, tout va dépendre de la décision des urnes. D'accord. Et puis, on va parler de cette coopération renforcée entre le Bénin et le Nigeria. Il y a eu des assises, des négociations, et puis l'axe Cotonou-Lagos sera renforcé dans les jours à venir. C'est une bonne nouvelle pour l'économie béninoise, non? Oui, une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle dans la mesure où, même si de l'autre côté, il y a une forme de campagne d'intoxication qui est faite contre notre cher et beau pays. Oui. Je pense que notre pays est un pays respectable à tout point de vue. À tout point de vue, les querelles personnelles et intestines ne doivent pas déteindre sur notre sens de patriotisme. Je pense que cela est fondamental. Aujourd'hui, si le Nigeria, le grand voisin, n'est-ce pas donc offre l'opportunité au Bénin d'avoir un accès sur son marché, je pense que c'est quand même un coup de maître. Et il faut féliciter le gouvernement qui, contre vents et marées, continue, n'est-ce pas, donc de donner la preuve que le Bénin peut mieux faire. Vous savez, on ne peut pas, le Bénin ne peut aujourd'hui sur le plan économique que le Nigeria tende la main, n'est-ce pas, donc au Bénin. Je pense que c'est vraiment encourageant parce que si de l'autre côté la frontière est fermée, que de l'autre côté on a une frontière qui est ouverte économiquement, un grand marché, les échanges commerciaux iront bon train, et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, et c'est un vraiment coup que le gouvernement béninois vient. Est-ce qu'on va dire que le Bénin est en train de tourner dos définitivement au Niger qui refuse donc de prendre oui, non, vous savez, à un moment donné, quand dans les rapports diplomatiques, le respect des États n'est pas de mise. Chaque État est souverain et peut décider de dire, si on me ferme de l'autre côté, je peux aller de l'autre côté. C'est pourquoi moi je continue pas à dire que
même si certains ne sont pas d'accord, on ne peut pas narguer tout un État. C'est pourquoi je profite, même si vous ne m'avez pas fait la question, je profite pour saluer cette interdiction par rapport au transport. Oui, moi je félicite notre gouvernement pour son sens de rigueur. Parce que quand on ne vous respecte pas dans une relation, vous pouvez décider d'entretenir de très bonnes relations avec un autre État qui, d'une manière ou d'une autre, pourra nous rapporter un peu plus économiquement parlant. On ne peut pas comparer le Nigeria, n'est-ce pas, donc, qui est un grand voisin économique par rapport à d'autres. Je pense que c'est quand même un grand coup que le gouvernement vient de réussir. On doit l'encourager à continuer. S'il y a encore d'autres frontières qu'on peut encore ouvrir par rapport au Nigeria, que le gouvernement explore ces perspectives-là et qu'on y aille. D'accord. Alors, on va aborder un dernier sujet, on va dire 2-3 mots là-dessus très rapidement. C'est cette décision du gouvernement qui interdit désormais la production, la distribution et la consommation des boissons alcoolisées, surtout en sachet. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais pas pour tout le monde. Hein. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Par rapport à leur santé, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais c'est peut-être c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour ce commerce enrichi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas la garantie de ce que vous consommez, c'est quand même un problème. Un État sérieux ne peut pas permettre qu'on déverse sur son territoire des produits dont on ne maîtrise pas vraiment dans quelles conditions cela est produit. Même si on peut dire qu'il y a quand même des commerçants qui en profitent. Mais est-ce que ceux dont vous en profitez permettent à la population d'être en santé? Maintenant, la grande question, ce n'est pas l'interdiction. Hein. La grande question, c'est comment est-ce que le gouvernement va mettre en place le mécanisme de contrôle nécessaire pour contrôler. Oui. Parce que imaginez, hein, c'est tout un ensemble de réseaux. Et puis, le Béninois a cette manie de vouloir contourner. Donc, il peut y avoir une sorte de complicité entre le consommateur et le commerçant qui pourrait échapper à tout mécanisme de contrôle. Donc, il reviendra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre catégorique, n'est-ce pas, donc, de cette mesure qui, pour moi, est quand même une mesure à saluer. Stéphane Arin-Rosso, analyste politique dans le grand format. Merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Merci. Très bonne journée. Même si le temps a été relativement court. Oui. Le temps est précieux sur le grand format. En tout cas, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. Ça, c'est vraiment génial.
ouais, qu'on souci d'hôpital, ouais, qu'on souci de chirurgie, ouais, qu'on souci de pharmacie, ouais, qu'on souci de CNH, ouais, fonda de bon, non, souci, mais à des morts, non, souci, J'aurai un nouveau nom, morceau signé dans Génial. C'est elle qui a répondu à notre appel ce dimanche. C'est notre artiste de la semaine qui vient de s'installer. Bonjour, bonne arrivée. Merci, monsieur Idriss. Comment vous portez? Très bien. Alors, êtes-vous un don génial? C'est ça. Oui, pourquoi un don génial? Un don génial parce que le don est génial. Oui. D'accord. Et puis c'est depuis l'âge de 10 ans que vous avez commencé à vous intéresser à la musique. À l'époque, qu'est-ce qui vous inspirait? Qu'est-ce qui vous amenait à vous intéresser à la musique? Merci pour la question. L'Éternel avait fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est pourquoi l'inspiration est venue comme ça. J'ai commencé. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous? Bon, de merveilles, hein? Beaucoup de merveilles. En quelque sorte, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Dites-nous, quelles sont ces merveilles? Bon, l'Éternel a fait des merveilles que je ne sais pas si je peux dire ça sur le plateau. D'accord. En tout cas, en ce moment, l'inspiration y était, le talent également, mais votre métier, la coiffure, ne vous a pas permis donc de poursuivre donc ce rêve. Vous avez opté pour votre métier. Alors, vous avez à la fois la passion pour la musique et également pour votre métier. Pourquoi le choix donc de la coiffure? La coiffure, je l'ai appris et je dois l'exercer. C'est pour ça que j'ai choisi la coiffure d'abord et après ma carrière musicale. Est-ce que dans la coiffure, vous vous sentez beaucoup plus épanoui que dans la musique? Non, pas tellement, mais comme c'est mon métier que j'ai appris, donc je dois le faire. Ce métier, c'était votre choix ou celui des parents? C'est mon choix. Vous avez laissé l'école pour la coiffure, comment ça s'est passé? Dites-nous. Bon, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Et qu'est-ce qui vous a amené après à laisser peut-être la coiffure et vous engager véritablement dans la musique? Bon, la musique, c'est ma passion. Surtout louer l'Éternel. C'est ma passion. C'est pourquoi j'adore louer l'Éternel. C'est pour cela que je me suis lancée dedans. Est-ce que la musique vous a fait abandonner votre métier de coiffure? Non, pas du tout. Vous l'exercez? Je gère les deux ensemble. Ça se gère. Alors pourquoi avez-vous choisi le gospel pour chanter? Le gospel, je l'avais dit, parce que l'Éternel a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. C'est pour ça que je le loue. J'adore chanter à Dieu. J'adore louer l'Éternel. Et le gospel, c'est ma passion. J'aime chanter à Dieu. C'est pour ça que je l'ai choisi. D'accord. Alors, quelles sont les relations, ou quelle est la relation justement que vous entretenez avec Dieu, le Seigneur? La relation avec mon Dieu, c'est personnel. Mon Dieu me connaît, je le connais. Est-ce que vous avez, avec le gospel, est-ce que vous avez l'impression d'être beaucoup plus proche de lui? Est-ce que vous l'entendez? C'est ça. Avec la gospel, je suis approché de mon Dieu. C'est pourquoi je me fais la gospel. D'accord. Et puis le 4 juillet 2009, à la Maison internationale de la culture de Porto Novo, vous avez signé votre tout premier album baptisé Le Pardon. Oui. Pourquoi le pardon? Le pardon, ça Kémy. Le pardon, c'est le pardon. Pardonner les uns les autres. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi? Est-ce que c'est sur la base des faits que vous avez vécu, que vous avez titré? Bon, Génial chante la vie, ce qui se passe. C'est ça. D'accord. L'album, il est composé de combien de titres? 6 titres. Et les titres, les différents titres parlent de quoi? On peut les citer rapidement. Bon, mais 3 albums, bien le pardon seul. Non, pardon, le pardon. Bon, il y a Majo Midoblo, Femme, Faya, Jésus est le roi, il est le seul. Voilà. Jésus est le seul. Et puis vous chantez en français, en fond, en Mina et Adja. Est-ce que vous avez l'impression que votre message passe véritablement? Effectivement, ça passe. C'est bon. Est-ce que vous avez un bon retour? Est-ce que mes fans l'adorent. C'est bien ça. Le deuxième album est sorti en 2012 avec pour titre
Tu as de l'espoir. Tu as de l'espoir. Tu as de l'espoir. De qui parlez-vous? Ton général parle la vie. Ce qui se passe. C'est ça. Je ne parle pas de personne, mais je chante la vie. Tu as de l'espoir. Toi, tu as de l'espoir. L'espoir. Moi-même, j'ai de l'espoir. L'espoir pour faire quoi? Qu'est-ce que l'espoir de vivre. Tu as de l'espoir de vivre. C'est ça. Est-ce que l'album a eu de succès comme vous le souhaitez? Pas autant. Les différents titres qui composent l'album. Pas autant. Mais le premier album, c'est mieux plus que le deuxième. Le deuxième, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, la promotion n'a pas été comme ça doit être. C'est pour ça que ça n'a pas marché. D'accord. Il y a le bruit de la chaise qui rentre dans le micro. Excusez-moi alors. On va se stabiliser un peu. Alors, au Bénin, est-ce que c'est facile de faire du gospel? Bon, c'est pas du tout facile, mais on n'a pas le choix. Si tu as choisi de faire ça, tu dois le faire. Et comment vous arrivez à vous en sortir? Parce que sortir un album, c'est tout un moyen qu'il faut pour le faire. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Là, c'est un peu difficile. Mais par la grâce de l'Éternel, c'est bon. C'est difficile, mais par la grâce de l'Éternel, c'est pas mal. D'accord. Et puis, j'aurai... Un nouveau nom. Un nouveau nom. C'est le 3e album signé en 2016. Que voulez-vous? Pourquoi voulez-vous un nouveau nom? Un nouveau nom? Parce que l'ancien nom n'était pas... Génial, vous voulez chanter non. Donc, Don Génial ne chante pas pour elle-même. Oui. Je chante pour tout le monde. D'accord. Donc, ce n'est pas ma chanson. D'accord. J'aurai un nouveau nom. Tu auras un nouveau nom. Dieu va changer ton nom. Oui. C'est ça. D'accord. On va marquer une pause de quelques secondes, le temps de suivre une petite séquence donc, de ce morceau et on revient sur ce plateau. Merci. Papa de chez vous, papa non joli. Fabio système matoyame. Wanu mini jaya. La somme kerio. Depuis le mai. Danse avec moi. Ça c'est vraiment génial. Voilà donc pour cette séquence du morceau, c'est le 3e album, j'aurai un nouveau nom. Alors en dehors des 3 albums, vous avez également un single sorti l'année dernière en 2023, La volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu, qui veut dire de laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est ça. D'accord. La volonté de Dieu, quel est le message en réalité que vous voulez passer à travers ce morceau et même à travers ce titre? La volonté de Dieu, tous ceux qui sont oppressés par les problèmes, les soucis de la vie, qui ont perdu de l'espoir, que de laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et puis votre ambition, c'est de travailler, à amener les gens à accorder beaucoup plus d'importance à Dieu. Comment vous comptez y parvenir? Bon, là, mes chansons, je chante mes chansons pour que les gens comprennent ce que le message, que le message soit fort et que les gens comprennent ça. Donc pour mes fans, je voudrais travailler, je veux bien travailler pour faire sortir des bonnes œuvres qui pourront les amener à donner plus de l'importance à Dieu dans leur vie.
D'accord, donner plus d'importance donc à Dieu. Depuis 2023 jusqu'à maintenant, il n'y a plus de mouvement. Bon, maintenant ça vient de... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la pause? Bon, on ne peut pas dire la pause, mais peut-être que ça commence comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en préparation? Qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Bon, je prépare le clip de mon single, J'aurai un nouveau nom. Ah, ok, d'accord, la vidéo. La vidéo. D'accord. Parce que maintenant j'ai fait l'audio, mais ça reste la vidéo. Et par la grâce de Dieu, en 2024. En tout cas, avant la fin de l'année, bon, ça peut se réaliser. D'accord. En dehors de ça, est-ce que vous avez d'autres projets pour vos fans? Bon, mes projets, c'est de travailler. Je veux beaucoup travailler pour faire de bonnes œuvres. D'accord. C'est mon projet, ça. D'accord. On va finir notre entretien avec du gospel. Nous sommes dimanche. Qu'est-ce que vous allez reprendre pour vos fans qui vous suivent en ce moment? Gospel, ça fait du bien. Des fois, si tu as des problèmes, si tu es stressé, et si tu écoutes les gospels, vraiment, on est dégagé, on est heureux. Donc, gospel, ça fait du bien. D'accord. On peut chanter du gospel? Allons-y. Oui, oui. Allez-y. Allez-y. Akbedada, ye jena. Akbedada, ye jena. Yesu demi sokume. Inam yakbe mavo. Yata akbedada, aye jena. Donc, génial, en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. Merci, Idriss. Très bonne journée à vous. Bonne chance également. Merci. À vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 26 mai 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Ayomi, c'est à Dogbo. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. Bonne fête à toutes les mères du Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. On te donnera un nouveau nom, le nom dont Jésus lui-même te donnera, et tout le peuple entier t'appellera par ce nom, et ce nom changera ta vie. On te donnera un nouveau nom, le nom dont Jésus lui-même me donnera, et tout le peuple entier m'appellera par ce nom, et ce nom changera ma vie. Le nom de célibat, Jésus le changera. Le nom de célébrité, Jésus le changera. Le nom de la pauvreté, Jésus le changera. Et ce nom changera ma vie. La piano canoué, nous connaît Jésus dessous et n'a donné. Amela pisese na irani ene onwe. Nous connaissons na Dieu présenté. Na piano canome, nous connaît Jésus dessous et n'a donné. Amela pisese na irani ene onwe. Nous connaissons na Dieu présenté. Merci Naïka, Jésus na Dieu nous mis. Elle Naïka, Jésus na Dieu nous mis. Jésus n'a Dieu nous mis. Nous craignons n'a Dieu présenté. Nos vies font. Il est intercessé. N'a pas va le roi soucia. Au talent bourré. Au troisième dijon. Les Yesu comme.